Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à un authentique monument du cinéma d'exploitation. Un film culte à de nombreux égards, réputé pour sa violence extrême et son immoralité, mais également, et c'est un petit peu plus étonnant, pour sa rigueur historique, surtout quand on la remet dans le contexte de l'époque de sa sortie. Car oui, si je vous parle d'horreur japonaise bien réelle cette fois, perpétrée durant la Deuxième Guerre mondiale en Chine, ou d'unité 731, vous avez peut-être des images abominables qui vous viennent en tête. Et si ça n'est pas le cas, ça risque d'arriver au cours de cette vidéo. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous emmène en Chine pour Man Behind the Sun, et croyez-moi, ça va secouer. Générique. Man Behind the Sun, ou Camp 731, sort donc en 1988 et est réalisé par Mountain Fei. C'est un film extrêmement dur qui nous raconte les agissements de l'unité 731 durant la Seconde Guerre mondiale. C'était une unité militaire de recherche bactériologique de l'armée impériale japonaise créée au début des années 30, qui s'est implantée en Mandchourie, en Chine, et qui expérimentait des tas de choses sur des prisonniers vivants qu'ils appelaient les maruta, un terme déshumanisant qui signifie bûche, à comprendre comme combustible ou cobaye, des victimes d'origine chinoise, mongole ou russe, sans aucune anesthésie, quand elles ne pratiquaient pas tout simplement la vivisection sur eux, sans autre forme de procès. L'unité faisait entre autres des recherches sur diverses maladies, comme la peste ou le typhus, l'idée étant de fabriquer des armes bactériologiques pour favoriser la suprématie de l'Empire japonais en Asie. Dirigés par le général Shiro Ishii, leurs expérimentations bactériologiques ont causé entre 300 000 et 500 000 victimes, selon les estimations. Après l'invasion de la Mandchourie par l'armée soviétique, l'unité fut dissoute, et face à une grande partie des preuves de ses exactions, y exécuta la totalité des maruta avant de prendre la fuite. Après leur passage dans la région, une épidémie de peste continua à faire des ravages et des germes d'anthrax ou de choléra répandus par la section dans les villages des alentours firent des milliers d'autres victimes. Bref, nous ne sommes pas sur une chaîne historique, certes, et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'excellente vidéo du camarade Satsujin sur le sujet. Mais la plupart de ces horribles événements sont racontés en détail dans Man Behind the Sun. Et même si, rassurez-vous, d'entrée de jeu, je ne montrerai rien d'explicite ni de trop choquant dans la vidéo, les scènes que je vais dépeindre peuvent heurter votre sensibilité. Alors considérez-vous comme prévenu. Dans le film, nous suivons donc les expérimentations abominables de l'unité 731, le calvaire des détenus et objets d'étude, mais également l'évolution d'un groupe de très jeunes soldats japonais, main-d'œuvre et apprentis en quelque sorte, qui, comme le spectateur, sont très souvent choqués par les horreurs auxquelles ils assistent. Ainsi, le film nous offre quelques immondices prompts à vous retourner l'estomac ou à vous provoquer une belle grimace de dégoût au minimum. Des expériences de soins dans des conditions extraordinaires, telles qu'un froid extrême, les poussent à geler des membres de leurs prisonniers avant de les exposer à des changements de température brutaux afin de constater les réactions sur leur chair. Résultat, de la peau retroussée comme une manche de chemise sur des bras désormais squelettiques. Un homme est enfermé dans une station thermique et résultat, ses intestins sont expulsés par ses orifices. Un chat est jeté vivant en pâture à des centaines de rats qui le dévorent. Un enfant est viviséqué et nous avons droit au sinistre spectacle d'un groupe de médecins qui vide son corps de ses organes. Des bombardements sont organisés au-dessus de prisonniers immobilisés sur lesquels sont projetés des germes en tout genre, histoire de mesurer l'efficacité de leurs bombes bactériologiques. Bref, rien ne nous est épargné et surtout, rien n'est épargné à toutes ces pauvres victimes soumises à des traitements inhumains et déshumanisants. Pour Mountain Fei, la difficulté était de retranscrire l'horreur des agissements de l'unité 731, ce qui était un véritable objectif, mais sans trop en faire, sans tomber dans le voyeurisme. Pour beaucoup, il va déjà trop loin, beaucoup trop loin. Mais nous le savons aujourd'hui, par rapport à la réalité, Man Behind the Sun est encore trop gentil, notamment selon les témoignages d'un officier japonais de l'époque qui a fait partie de l'unité 731, et que le réalisateur a eu l'occasion de rencontrer depuis grâce à son film. Mais à l'époque de la sortie du métrage, ces événements étaient encore totalement inconnus ou presque.
les gouvernements japonais et américains, car ces petits coquins, ils ont récupéré ce qui restait des travaux de l'unité 731 en échange de l'immunité accordée à ces criminels de guerre, merci à eux, faisaient de gros efforts pour garder tout ça secret. Et du coup, Mao Tun-fei a dû réaliser un gros travail de recherche et d'enquête. Et pour comprendre comment une telle démarche a pu survenir, comment un tel ovni a pu être créé, il faut nous pencher sur ce drôle de personnage qu'est Mao Tun-fei. Et sur sa carrière, entre autres. Tout commence dès l'adolescence de Mao Tun-fei, né en Chine, mais parti très jeune à Taïwan et fils de militaire. Alors qu'il s'interroge sur son avenir, il envisage une carrière dans la politique avant d'être dégoûté par la corruption et l'assise de certaines personnalités taïwanaises sur ce monde-là. Puis, il pense à une carrière de journaliste, avant que la censure gouvernementale ne lui fasse à nouveau changer d'avis. Et c'est à ce moment-là qu'il se tournera vers une carrière dans le cinéma. C'était pour lui le moyen de quand même faire passer ses idées, son message, à travers une activité professionnelle qui lui parlait. Il a donc toujours été assez engagé, et même parfois militant. Et comme vous allez le constater, ça lui a souvent joué des tours. Il commence à suivre des cours de cinéma à Taïwan, mais l'école manquait de moyens et n'avait aucun matériel. Les élèves devaient donc se contenter de cours théoriques et assistaient surtout à des projections de films qu'ils voyaient parfois des dizaines de fois d'affilée pour pouvoir en analyser les plans. Voilà comment Mao Tun-fei apprend la réalisation. Et sur ses 3 premiers longs métrages réalisés à Taïwan, 2 seront tout simplement interdits de projection dans le pays, car jugés trop critiques envers le gouvernement local. Bref, il était désormais dans le collimateur de la censure et, frustré par ces traitements, Mao Tun-fei partira en voyage en Europe et notamment à Paris. Pour la petite anecdote, selon une interview qu'il avait accordée il y a quelques années à Julien Cévéon, il a suivi des cours de cinéma à Paris. Et il a rencontré un prof qui lui est resté en mémoire, un prof qui d'entrée de jeu, lors du début de son premier cours, a annoncé à toute la classe « Si vous avez l'intention d'un jour travailler dans le cinéma, abandonnez, vous n'y arriverez jamais ». Et au bout d'un moment, le prof a commencé à s'intéresser à Mao Tun-fei, alors qu'il ne restait plus que la moitié de la classe à peu près. Il lui a demandé d'où il venait, ce qu'il faisait là, etc. Et quand il a compris qu'il avait en face de lui un réalisateur qui venait de Taïwan, il lui a demandé de plus venir à ses cours. Tout simplement parce que lui-même n'avait jamais réalisé de film et que du coup, c'était une situation un petit peu inconfortable. Et Mao Tun-fei a arrêté de venir à ses cours. Voilà. Sacrée expérience. Après son séjour à Paris, Mao Tun-fei décida de partir à Hong Kong depuis la France, en vélo, en stop, en train, en prenant bien son temps, avec seulement 500 $ en poche. Cela lui prit des mois, et il en profita pour faire des photos un petit peu partout, dans l'espoir d'en faire un bouquin par la suite. Mais il n'en eut jamais le temps, car à peine arrivé à Hong Kong, c'est la célèbre Shaw Brothers, compagnie mythique, qui l'appela. Commence alors sa grande aventure avec la firme, sa plus prolifique en termes de nombre de films et sa plus confortable en termes d'argent. Si même aujourd'hui il est difficile de dire avec exactitude combien de longs métrages il a réalisé avec la Shaw Brothers puisqu'il n'était pas toujours crédité et que lui-même aimait alimenter ce mystère, il y a 2 films qui me paraissent intéressants à mettre en avant. Le premier, The Big Robberies, sorti en 1978, nous raconte l'histoire d'immigrés clandestins à Hong Kong qui se mettent à commettre des braquages pour amener de l'argent pour leur retour au pays. Plusieurs thématiques très lourdes dans le contexte de l'époque traversent le métrage, telles que l'immigration clandestine de Chinois, notamment, le communisme, la corruption à Hong Kong, etc. Le cinéaste avait de la sympathie pour ces immigrés à la vie très compliquée à Hong Kong, partagés entre leurs familles restées au pays qui les croyaient riches, eux qui avaient réussi à arriver sur la terre promise, et leur véritable existence dans la pauvreté, le mépris des locaux et les violences policières à leur égard. Bref, tout ça ne plaira pas du tout à la Shaw Brothers, que Mao Tun-fei avait réussi à gruger en n'écrivant pas son scénario, échappant ainsi à la surveillance du studio durant le tournage. Résultat, film remanié, redoublé autant que possible pour enlever par exemple au maximum les références au communisme. Un tour de passe-passe que le cinéaste réitérera quelques années plus tard avec le sulfureux Lost Souls, que l'on peut considérer comme le grand frère de Mind Behind the Sun à plus d'un titre. Nous y retrouvons des immigrés chinois clandestins à Hong Kong qui se retrouvent victimes d'odieux criminels. Les traitements qui leur seront alors infligés sont juste terribles. Abus en tout genre, viols, humiliations, tortures et j'en passe. Une violence graphique, morale, sexuelle et visuelle à la Teruo Ishii, assez inédite pour une production Shaw Brothers, toujours empreinte de protestations politiques et sociales de la part du cinéaste qui dénonce les injustices subies par ces boat people, ces immigrés clandestins que Hong Kong prétendait ne pas voir. L'exploitation et la violence du film lui servent à souligner ces injustices et les tracas quotidiens de ces populations.
Résultat, Lost Souls sera soumis à une limite d'âge, censure et même banni dans pas mal de pays. Canada, Allemagne, Australie et j'en passe. Bref, Lost Souls sera officiellement le dernier long métrage réalisé par Moulton Fay, alias T.F. Mouse à l'international, pour la Shaw Brothers. Selon lui, sa situation était devenue trop confortable. Et surtout, lui qui se présente comme quelqu'un d'assez paresseux, il devait réaliser trop de films pour la firme. Il voulait un petit peu de liberté. Bon, ce que je pense moi, c'est que Lost Souls s'est pas très bien passé et que la Shaw Brothers lui en voulait un tout petit peu. Mais bon, ça n'engage que moi. À la recherche de quelque chose de nouveau, T.F. Mouse se rend alors en Chine pour continuer sa carrière. Là-bas, son nom effraie les producteurs, qui connaissent certains de ses précédents travaux. Tu m'étonnes que les producteurs chinois étaient effrayés. Et il les rassure en leur proposant de réaliser un film d'action pour enfants, Young Heroes. Si ce film est important pour la suite, c'est tout simplement parce que c'est durant son tournage que T.F. Mouse apprendra l'existence de l'unité 731 et que ça éveillera son intérêt. Nous sommes en 1983 et Moulton Fay se lance dans l'entreprise de sa vie. En apprendre le plus possible sur cette sordide histoire, totalement inconnue du grand public et même de la plupart des Chinois. Puis, en parler d'une façon ou d'une autre pour la faire connaître, dénoncer ces événements. Commencera alors une longue enquête durant laquelle il mettra la main sur des documents aux États-Unis grâce à son épouse américaine entre autres, et il interviewera des personnes impliquées de près ou de loin en Chine, au Japon et aux States, et réunira énormément d'informations sur l'unité 731. En parallèle, une autre difficulté était de convaincre la Chine d'autoriser un tel projet, et ce ne fut pas chose aisée. La Chine avait à l'époque de très bonnes relations avec le Japon et craignait que donner le feu vert à un film sur l'unité 731, dont le Japon niait encore l'existence à ce moment-là, ne puisse que détériorer leur amitié nouvelle. C'est de ce discours que provient la phrase d'ouverture de Man Behind the Sun. Friendship is friendship, history is history. L'amitié, c'est l'amitié, mais l'histoire, c'est l'histoire. À comprendre, ce sont deux choses différentes qui n'ont rien à voir. Et c'est l'argument que T.F. Mouse va largement utiliser pour convaincre la Chine d'autoriser le projet. L'aventure pouvait commencer. Si vous avez tous d'ores et déjà compris la dureté de Man Behind the Sun, un point sur lequel je n'ai toujours pas assez appuyé, c'est sa fidélité historique. C'était vraiment la volonté du cinéaste d'aller en ce sens, et pour ce faire, il s'est donné beaucoup de mal sur pas mal de détails. Les acteurs étaient choisis par rapport à leur ressemblance avec les personnages historiques qu'ils interprétaient, et c'est particulièrement visible avec Gang Wang, qui joue Shiro Ishii, et qui a aidé à le transformer en antagoniste légendaire du cinéma d'horreur. Même les rôles secondaires étaient choisis pour leur ressemblance physique avec des Japonais de l'époque, c'est dire. Le tournage s'est déroulé dans la région où se sont tenus les événements que le film raconte, et même dans certains bâtiments réquisitionnés par les Japonais à l'époque, et qui sont devenus un lycée au moment de la production. D'ailleurs, lorsqu'ils ont remplacé les enseignes et le nom de l'école par des armoiries et des drapeaux japonais, une vieille femme est venue leur hurler qu'elle savait que les Japonais reviendraient un jour, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide. La région avait en fait tellement été profondément marquée par le passage des Japonais et par leurs agissements que les anciens, les plus vieux habitants de la contrée, ont complètement paniqué quand ils ont vu les drapeaux japonais à nouveau hissés à cet endroit. Et je trouve que c'est une anecdote juste hyper puissante. T.F. Mouse ira plus loin dans l'authenticité en utilisant les informations qu'il avait trouvées, notamment en nommant certaines des victimes qu'on peut voir dans le film. Ce sont de vraies informations qu'il a trouvées dans des restes de documents et de registres de l'époque, donc ce sont bien de véritables victimes de l'unité 731. Avec seulement 200 000 $ de budget, une somme dérisoire pour un projet pareil, T.F. Mouse dut trouver de nombreuses astuces. Par exemple, la plupart des figurants sont en réalité des militaires chinois et l'armée chinoise a d'ailleurs beaucoup aidé à la production, notamment en fournissant toutes les fournitures militaires qu'on peut voir dans le film, y compris les véhicules. La plupart des techniciens et membres de l'équipe furent engagés sur place parmi la population locale qui était beaucoup moins chère qu'à Hong Kong. La plupart n'étaient payés qu'une cinquantaine de dollars par mois. D'ailleurs, pour revenir à Gang Wang, acteur principal tout de même, il fut payé 200 $ pour toute son œuvre. Et maintenant, nous allons parler des anecdotes de tournage légèrement plus sordides, si j'ose dire. T.F. Mouse n'avait pas les moyens de faire revenir de bons maquilleurs ou spécialistes d'effets spéciaux sur le tournage, ce qui était pourtant essentiel pour un film de ce genre avec de nombreuses scènes gore. Alors, ils utilisèrent tout simplement de véritables cadavres pour plusieurs scènes du film fournies par la morgue locale en coopération avec la police. L'une des scènes les plus fortes et mémorables du métrage, la vivisection du jeune garçon, est ainsi en réalité une véritable scène d'autopsie pratiquée par de vrais médecins habillés pour l'occasion, filmée par T.F. Mouse et montée de sorte qu'on croit que c'est son acteur qui est disséqué ainsi. Les parents du jeune garçon ont évidemment donné leur accord et ont été convaincus par la démarche de dénonciation et d'information du réalisateur.
La scène des bras squelettiques lors de l'expérience de gel que j'évoquais précédemment a aussi été réalisée avec de vrais bras de cadavres. Personne ne voulait d'ailleurs jouer cette scène et le cinéaste a fini par la faire jouer par sa propre nièce. Puis nous avons la scène du chat. Officiellement, d'après le réalisateur, le chat était badigeonné de miel rouge et il ne lui est rien arrivé. Il disait d'ailleurs à qui voulait l'entendre que le chat est rentré chez lui après un bon bain et après avoir reçu un poisson en cadeau. Pourtant, des membres de son équipe ont prétendu le contraire en disant que le chat est vraiment mort durant cette scène, tué par les rats. Je vous laisse juge par rapport à ça. Bon, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, malheureusement. Mais au-delà du chat, il y a les rats. Et pour les rats, le doute n'existe pas. Déjà, selon la légende, une légende fortement alimentée par le réalisateur lui-même, il avait 10 000 rats à sa disposition, tous capturés par des écoliers après 3 jours de traque pour les besoins du film, après un accord avec le gouverneur de Mandchourie. Leur accord stipulait qu'à la fin du tournage, les 10 000 rats devaient être éliminés. Il y avait apparemment une surpopulation de rongeurs dans la région qui causait de nombreux torts. Et T.F. Mouse s'est dit que, quitte à devoir éliminer tous ces rats, autant filmer le carnage. Ainsi, lors de la scène de fin de Mind Behind the Sun, durant laquelle les rats sont enflammés et donc brûlés vifs, ce n'est pas de la fiction, pour le coup, c'est vraiment arrivé. Évidemment, ce genre de cas était monnaie courante à l'époque dans le cinéma d'exploitation, que ce soit en Asie ou en Italie, et j'en passe et des meilleurs. Nous sommes en plein dans les dérives de ce cinéma que j'adore en soi, mais qui parfois se passait complètement de prendre des pincettes. Les violences ou meurtres d'animaux filmés, l'utilisation de véritables cadavres, et encore, je vous ai parlé de ce qui était sûr à 100%, mais il y a des tas de rumeurs très persistantes qui veulent que certains des cadavres que nous voyons à l'écran sont également réels. Et c'est probablement vrai pour une grande partie de ces rumeurs. Ça devient juste difficile à confirmer, encore plus aujourd'hui. Il y a aussi les acteurs qui étaient poussés dans leur dernier retranchement par ce réalisateur, une réputation qui va continuer à se traîner durant toute sa carrière, et depuis ses tout débuts. Tout ça a participé à rendre cette atmosphère si spéciale, si extraordinaire, juste unique dans l'histoire du cinéma. Et ça a aidé à faire de Mind Behind the Sun un film marquant, arrangé aux côtés d'œuvres comme Cannibal Holocaust ou Salo. C'est une œuvre qui a marqué l'histoire. Et en plus, contrairement à beaucoup de films hongkongais de l'époque, Man Behind the Sun ne tombe pas dans la caricature, dans le manichéisme crasse et ne fait pas de ces personnages japonais des monstres inhumains. De nombreuses scènes nous les dépeignent comme des humains ordinaires qui représentent et travaillent pour leur pays en période de guerre. Ça n'empêche pas le film de nous montrer leurs actes inhumains et monstrueux, l'idée n'est pas d'alléger la réalité, juste de la représenter la plus fidèlement possible. Ces hommes n'étaient, à la base, pas des monstres, mais ont réalisé des choses monstrueuses, et là est toute la nuance. Man Behind the Sun s'intéresse donc aux actes abominables que des humains comme les autres ont pu réaliser, et c'est ça qui rend le film si fort, si marquant. Ce ne sont pas des antagonistes inhumains, des démons ou autres représentants du mal, mais des hommes tout ce qu'il y a de plus tangible qui sont derrière ces actes innommables. Et c'est d'ailleurs cet état de fait qui rend le film aussi puissant. Toutes les scènes sur la déshumanisation des victimes vont aussi dans ce sens. Ces militaires et scientifiques ont dû enlever toute humanité à leurs prisonniers, en les qualifiant de Maruda par exemple, pour pouvoir mener des expérimentations aussi horribles sur eux. Plusieurs d'entre eux ont douté, d'autres ont culpabilisé par après, et le film essaye de dépeindre cette humanité du mieux qu'il le peut, sans pour autant nier la cruauté de leurs actes ni leur côté inhumain. Cette nuance, ainsi que le respect des faits réels, viennent contrebalancer le gore, l'exploitation qui porte le film, et ça aussi, ça participe à nous donner un long métrage unique en son genre, qui a tout le temps le cul entre deux chaises. Et honnêtement, l'équilibre trouvé par T.F. Mouse est parfait. Le film est pensé pour être choquant, c'est le but, mais également pour dénoncer et informer, et il y arrive parfaitement. Et la réalité, c'est que Mind Behind the Sun a joué un rôle dans la prise de conscience autour de ces événements. Même au Japon, où ces crimes ne sont évidemment pas enseignés dans les manuels scolaires, de nombreux Japonais ont appris à l'époque l'existence de l'unité 731 avec le film. Autant vous dire que c'était dur à avaler pour eux. Le métrage a poussé certains anciens membres de l'unité 731 à avouer une partie de leurs crimes, à admettre l'existence de cette fameuse unité. Et si les officiers responsables de ces événements n'ont jamais été jugés pour leurs crimes de guerre, entre autres grâce aux États-Unis, le Japon a enfin fini par reconnaître en 2002 l'existence de la section. Avec le temps, la vérité gagne du terrain. Et depuis Man Behind the Sun, cette sombre page de l'histoire est beaucoup plus connue du grand public. Ce qui est déjà une toute petite victoire en soi, ne serait-ce que pour les victimes et leurs familles. Et si, évidemment, ce n'est pas uniquement grâce au film, il a joué un rôle là-dedans. Bref,
Revenons au cinéma. Il y a encore pas mal de choses à dire sur Man Behind the Sun et sur ce qu'il a provoqué. Déjà, c'est le premier film à être sorti estampillé de l'étiquette catégorie 3, dont il a contribué à forcer la création, d'après la légende. Mais si, vous savez, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, la catégorie 3 rassemble en gros, à partir de la fin des années 80, les films hongkongais interdits aux mineurs et regroupe les films qui mettent en scène de la nudité, de la sexualité, du gore ou des critiques un peu trop virulentes à l'encontre de la Chine ou un mélange d'un petit peu tout ça. Bref, voilà encore une donnée qui contribue à en faire un film définitivement historique. Mais surtout, après un certain succès et un film pas toujours autant censuré et interdit qu'on aurait pu le penser, grâce à sa dimension historique appuyée, il s'est transformé en franchise et a connu 2 suites sans aucun rapport avec T.F. Mouse, même pas au courant de leur production puis de leur sortie à la base. Le premier, Maruta 2, Laboratory of the Devil, sorti en 1992 et réalisé par Godfrey Ho, un pur produit de cinéma d'exploitation et un yes man et fier de l'être, qui se contente avec cette pauvre suite de proposer un rip-off de Man Behind the Sun sans jamais atteindre son niveau, ni en matière de mise en scène, ni même en matière de choc. Il nous propose une nouvelle lecture des mêmes expérimentations, ainsi qu'une nouvelle véritable autopsie, mais sans vrai effort pour les inclure dans un nouveau récit, et la sauce ne prend jamais réellement. Une suite très inférieure à son prédécesseur, mais on peut toujours faire pire. Et ce sacré Godfrey Ho nous le prouve 2 ans plus tard avec Maruta 3, Destroy All Evidence, qui revient sur la fin de l'unité 731, leur fuite et de présumés remords. Le film ne nous propose pas de véritable intrigue, et bourré de flashbacks qui sont en réalité juste des prétextes pour nous ressortir des scènes du film précédent sans aucune vergogne, et se permet en plus quelques scènes mélodramatiques sans aucun impact qui rendent le film interminable et lourd, sans lui ajouter vraiment d'intérêt. Bref, 2 suites très discutables, sur lesquelles j'ai pas grand chose à dire de plus. Disons qu'elles ont le mérite d'exister. Mais rassurez-vous, la saga Man Behind the Sun ne s'arrête pas là-dessus, et T.F. Mouse nous a livré sa véritable suite à son chef-d'œuvre. Black Sun de Nanking Massacre sort en 1995 et revient sur une autre sombre page de l'histoire japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Le massacre de Nanking, ancienne capitale de la Chine. À nouveau, cet événement fut nié, ou en tout cas minimisé grandement par le Japon durant des décennies, et là on parle juste de 6 semaines de massacre, de viols, d'humiliation des habitants de la ville par l'armée impériale japonaise qui commit à partir de décembre 1937 des actes purement innommables et n'épargna personne. Femmes, enfants, vieillards, tout le monde était susceptible de subir ces violences impitoyables. D'après le film lui-même, nous parlons tout de même de plus de 20 000 femmes abusées et de quelques 300 000 victimes de l'armée impériale japonaise. 1/3 des habitants de Nanking furent juste massacrés. Avec des histoires aussi folles, incroyables et difficiles à croire que 2 officiers japonais qui décidèrent de se mesurer l'un à l'autre et de voir combien de victimes ils étaient capables de faire avec leurs sabres en un temps imparti. Un bien étrange loisir que le film met en scène également, bien sûr. Black Sun nous propose une structure assez similaire à celle de Man Behind the Sun. Nous suivons plusieurs officiers japonais durant leur plan de conquête de la ville et tout un tas d'habitants de la capitale qui vont tenter de survivre au film. Leurs histoires vont se croiser tout au long du métrage, un peu comme s'ils nous proposaient une petite dizaine d'intrigues en parallèle, mais qui dépendent toutes du même fil rouge. Et bien sûr, aucun de ces personnages, pour ainsi dire, ne survivra à ces événements. Comme pour Man Behind the Sun, la fidélité historique est de rigueur, et de nombreuses scènes sont inspirées d'authentiques et terribles photos d'époque, qui sont très souvent incluses dans le métrage lui-même, pour constamment rappeler au spectateur que, certes, ce n'est pas un documentaire, mais que ce à quoi il assiste a bel et bien existé. Et bien évidemment, même si Black Sun ne va pas aussi loin que Man Behind the Sun au niveau de la violence et des scènes chocs, il n'est pas en reste à ce sujet. Nous avons droit à quelques scènes juste traumatisantes, comme un bébé qui se fait ébouillanter ou un soldat qui embroche un fœtus dans le ventre de sa mère. Et ce, entre les humiliations et les perversités un peu plus habituelles. Bon, cette fois, pas de véritable cadavre à l'écran. T.F. Mouse bénéficiait d'un budget beaucoup plus conséquent, presque 2 millions de dollars, et forcément, ça se voit à l'écran, et dans sa mise en scène, beaucoup plus ambitieuse, avec de très nombreux décors et énormément de figurants, entre autres. Puis, cerise sur le gâteau, on retrouve toujours la même ambiguïté, la même nuance au niveau de nos antagonistes. Ils sont tout aussi monstrueux que ceux de Man Behind the Sun, mais également tout aussi humains. Leur stratégie, horrible bien entendu, est avant tout, et c'est assez contre-intuitif dit comme ça, pensée pour faire moins de morts sur le long terme. Ils essayent de terroriser le pays en massacrant sa capitale pour qu'ils se rendent plus vite et que la guerre finisse plus rapidement. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils étaient sympas,
Évidemment, mais cette tactique et la volonté derrière sont fortement mises en avant dans le film, et c'est l'une des explications quant à cette abominable cruauté de la part de l'armée impériale. Une nouvelle fois, T.F. Mose ne tombe pas dans la caricature pure et dure, c'est tout à son honneur et c'est même l'une de ses signatures, finalement. Comme pour Mind Behind the Sun, nous avons également droit à plusieurs officiers qui doutent, voire qui s'opposent à cette politique, ce qui permet également de nuancer leur inhumanité. Aussi, petite nouveauté dans ce Black Sun, c'est la présence de militants occidentaux dans le film, eux aussi, des personnages qui ont réellement existé et qui étaient bien présents durant le massacre à Nankin. Un businessman allemand, qui selon la légende aurait d'ailleurs appelé Hitler en personne pour se plaindre de la violence des Japonais, carrément, et deux Américains qui ont beaucoup contribué au respect de la Convention de Genève en faisant de leur mieux pour empêcher les Japonais de débarquer dans les camps de réfugiés pour faire ce qu'ils voulaient. Bref, Black Sun de Nanking Massacre est sans doute moins fort et un poil moins abouti que Mind Behind the Sun, mais ça n'en reste pas moins une œuvre puissante. Il connaîtra de nombreuses censures et interdictions, mais ça, vous commencez à en avoir l'habitude. T.F. Mose dira avoir un troisième film en tête pour définitivement clôturer sa trilogie, mais malheureusement celui-ci ne verra jamais le jour. T.F. Mose nous a quittés il y a quelques années sans pouvoir terminer son incroyable travail. Vous pouvez considérer cette modeste vidéo comme mon humble hommage à sa carrière et à sa personne. Un réalisateur unique en son genre, un cinéaste définitivement atypique. Mind Behind the Sun a fortement marqué le cinéma asiatique, voire même mondial, de son empreinte. T.F. Mose et sa façon de mélanger réalité historique ou sociale et violence graphique décomplexée ou scènes choquantes a influencé des tas d'autres réalisateurs et courants cinématographiques et encore aujourd'hui, ça reste une œuvre très puissante qui a fait détourner le regard à de nombreuses générations de spectateurs comme en témoignent les gens assis devant moi lors de ma séance au Off-Screen en 2022. Son atmosphère unique, son regard figé dans le temps d'une sombre période de l'histoire qu'on a tenté de planquer sous le tapis pendant trop longtemps, sa façon de jouer entre la réalité et la fiction, entre la violence choquante premier degré et la nuance, puis toutes les anecdotes scabreuses autour de sa production et les légendes qui entourent ce drôle de personnage qu'est T.F. Mose, qui est en plus très sympathique dans tous les documentaires ou interviews dans lesquels il apparaît, à l'image de Black Sunshine, A Conversation with T.F. Mose, un document unique en son genre. Bref, quoi qu'on en dise, ce cinéaste est le parfait mélange entre auteur et réalisateur de films d'exploitation et il était parfaitement conscient de s'adresser à plusieurs publics complètement différents et faisait de son mieux pour ne laisser personne sur le carreau. En découle une œuvre des plus atypiques qui gagne à être plus connue. Et ce, même si vous n'avez pas la volonté de voir ces films, ce que je peux parfaitement comprendre. Ils ne conviennent pas à tous les publics. J'espère que j'aurai aidé à propager un petit peu la bonne parole autour de ce film sous-estimé qu'est Mind Behind the Sun. Et que, malgré l'horreur des événements dépeints dans ces films, vous aurez pris un petit peu de plaisir à regarder cette vidéo. Repose en paix, Tun Fei Mu. Et voilà, c'est déjà la fin de ce plutôt gros épisode de cinéma interdit sur un énorme morceau de cinéma d'exploitation asiatique auquel j'espère avoir réussi à rendre un tout petit peu hommage. J'espère qu'il vous aura plu et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.